Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'édition de quorum étant remplie, je vais demander à Mme Ricard de vouloir procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Claude Jaouen. Présent. Monsieur Alain Maury. Présent. Madame Sophie Le Géant. Présente. Monsieur Patrick Dumas. Présent. Ghislaine Marvin. Présente. Madame Marie-Lénique Massé. Présente. Madame Françoise Leray. Présente. Monsieur Mathieu Gendès. Présent. Monsieur Serge Abraham. Présent. Madame Gaëlle Mestri. Absente excusée à donner pouvoir à Monsieur Serge Abraham. Monsieur Laurent Jeanne. Absent. Madame Sylvie Virol. Présente. Monsieur Michel Loret. Absent excusé à donner pouvoir à Madame Sophie Le Dréan-Canec-Du. Madame Béatrice Valette. Présente. Madame Marie-Christine Garnier. Présente. Monsieur Jean-Michel Pénat. Absent excusé à donner pouvoir à Monsieur Alain Maury, tout au moins pour le début de séance. Monsieur Patrick Mallet. Présent. Monsieur Laurent Molez. Présent. Madame Sophie Gaillard. Présente. Madame Magali Bertin. Absent excusé à donner pouvoir à Claude Jaouen. Madame Séverine Gouguin. Absent excusé à donner pouvoir à Monsieur Patrick Mallet. Madame Élise Carpier. Présente. Madame Lisa Crimec. Absente. Madame Isabelle Lemarchand. Présente. Monsieur Jean-Baptiste Margot. Présent. Monsieur Yves Ferret. Présent. Madame Christelle Renaud. Présente. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Merci. Je sollicite un volontaire pour les fonctions de secrétariat de séance. Françoise Leray. Pas d'opposition. Merci. C'est du temps. Bien, on commence la séance de ce soir par l'approbation du procès-verbal de la séance du 24 septembre. Et je commencerai par faire une remarque moi-même, parce qu'à la relecture, dans les propos de début de séance de la part de M. Ferré, en fait, ce que vous avez dit, c'est pas qu'ils ont porté de propos, c'est que vous avez utilisé le mot « vous avez ». Je souhaite ajouter que dans votre droit d'expression du dernier Molez Mag, etc. Donc c'est une modification à la marche sera faite. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Très bien, donc je considère que nous validons avec cette modification le procès verbal de la séance du mois de septembre. Le premier point de l'ordre du jour, validation, enfin, urbanisme, pas validation, c'est révision du PLUI, débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. M. Maury va nous faire la présentation du début. Vu le Code général des collectivités territoriales, le Code de l'urbanisme et les articles 51.2, 51.5 et 53.12, vu la délibération du 10 septembre 2024 du Conseil communautaire prescrivant la révision générale du plan local d'urbanisme intercommunal du Val-d'Ivrier, vu le projet de PADD annexé à la présente délibération, fixant les grandes orientations en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'équipement, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que de préservation ou de restauration des continuités écologiques, il traduit également les politiques locales en matière d'habitat, de mobilité, d'énergie, de numérique, de développement économique et commercial, de loisirs, et définit les objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière et de lutte contre l'étalement urbain. Vu l'avis de la commission urbanisme en date du 30 septembre 2025, présentation est faite aux membres du conseil municipal de la nouvelle version du PADD qui sera structurée autour de 2 parties, 7 axes et 27 orientations. Donc si vous m'y autorisez, je lirai les têtes de chapitre. Partie 1, un territoire vertueux et durable. L'axe 1, c'est réussir la transition écologique et énergétique, un enjeu majeur du territoire.
Et cet axe-là est décliné en 4 orientations dont chacun peut prendre connaissance. L'axe 2, améliorer les mobilités pour tous les usagers du territoire, qui se décline également en 4 orientations. Axe 3, préserver l'environnement et promouvoir un cadre de vie durable, décliné en 4 orientations également. L'axe 4, assurer la pérennité des ressources naturelles, 4 orientations également. La partie 2, c'est un territoire attractif et solidaire. L'axe 5, accompagner le dynamisme démographique. L'axe 6, renforcer les centralités pour favoriser le lien social dans les communes. L'axe 7, développer et encourager l'attractivité économique du Val d'Ille-Aubigné pour soutenir l'emploi et décliné en 5 orientations. La commission urbanisme, réunie en date du 30 septembre 2025, a noté les observations suivantes. Concernant l'orientation 16, vous pouvez trouver page 15 du document. Le PLUI rédigé ainsi, le PLUI pourra ainsi mettre en place des outils tels que le coefficient de non-imperméabilisation, des plantations à réaliser, des orientations pour la renaturation des emplacements réservés, pour la création d'un espace vert ou nécessaire aux continuités écologiques, et rajouter pour compensation écologique. Concernant l'orientation 27, la commission urbanisme, c'est promouvoir un tourisme durable. Page 23, vous pouvez retrouver les éléments. Définir des critères spécifiques pour promouvoir le tourisme durable tout en préservant les milieux naturels. Concernant l'orientation 17, page 17, les objectifs de répartition de logements ont été modifiés. La modification proposée est la suivante. Au lieu de maintenir, c'est assurer dans toutes les communes un niveau de service minimum permettant d'accueillir les nouveaux habitants, équipements, services de proximité, écoles, associations, etc. Concernant l'orientation 3, page 4, la commission a souhaité qu'en lieu et place de favoriser, soit mis encourager l'utilisation des matériaux locaux et biosourcés dans la rénovation du parc immobilier et la construction neuve, habitat, équipement, bâtiments d'activité, patrimoine. Conformément à l'article L. 153-12 du Code de l'urbanisme, les orientations du PADD doivent faire l'objet d'un débat en conseil municipal ainsi qu'en conseil communautaire. En conséquence, il est proposé au conseil municipal ce soir de faire part des éventuelles remarques concernant les dispositions de ce PADD. Merci. Vos remarques, vos questionnements. Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, je souhaiterais prendre la parole sur ces différents documents qui représentent un travail assez considérable et je voudrais commencer par féliciter les rédacteurs du travail qui a été effectué et qui, à l'échelle de notre territoire, trace la ligne de l'avenir. Le travail que nous avons effectué avec l'association Ensemble pour Melesse sur le sujet ne va pas porter ce soir sur un regard autre qu'un regard melessien. Je ne parlerai pas de l'ensemble de la communauté de communes pour des raisons absolument évidentes qui font référence à l'Assemblée dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous siégeons. Juste dire quelques petites choses en 4 points rapides. Nous pensons qu'il serait bon de mettre l'accent sur 4 choses essentielles. La première, repenser un urbanisme cohérent et respectueux de Melesse. L'enjeu, selon nous, est de retrouver une cohérence architecturale et urbanistique dans tous les projets qui sont réalisés sur le territoire de la commune. D'assurer un développement futur qui respecte l'identité de Melesse, son histoire et son esthétique locale. Nous souhaitons par exemple nous inspirer des maisons traditionnelles qui font partie intégrante de notre paysage. Notre position n'est pas passéiste, elle traduit une volonté d'harmonie, que les nouvelles constructions s'intègrent parmi celles déjà présentes. Deuxième point essentiel à nos yeux, construire une vision à long terme, à 15, 20
ou 30 ans. Nous pensons qu'il faut sortir de la logique du projet par projet, de parcelle par parcelle, pour aller vers une stratégie urbaine globale à l'horizon de 30 ans. Cela permettrait de mieux anticiper non seulement les besoins futurs, nouvelles écoles, équipements sportifs, voiries, zones d'activité, mobilité douce, mais cette vision permettrait également de tracer des perspectives plus lointaines. Cette vision doit s'appuyer sur une concertation avec les habitants pour que chacun se reconnaisse dans la globalité de ce qui sera réalisé et dans la trajectoire qui sera fixée pour la commune. Troisième point, favoriser la qualité et l'exigence dans les projets. Nous pensons qu'il faut élever le niveau d'exigence envers les promoteurs, quitte à privilégier moins d'opérations, moins de projets, mais à être beaucoup plus qualitatifs. Certains projets récents montrent qu'il est possible de concilier les deux, densité, esthétique et durabilité, comme le projet des Alleux, qui est intéressant, mais qui reste aujourd'hui à Melesse une véritable exception du respect de la tradition de la construction. Nous avons la volonté, en ce qui nous concerne, de créer une signature melessienne, basée sur ce qui fait l'originalité de Melesse et la charte. Quatrième point, et dernier point, allier le développement et le cadre de vie. Nous avons l'intime conviction que les logements aidés doivent être pleinement intégrés dans le projet global d'urbanisme sans qu'on puisse les repérer d'un point de vue extérieur de façon à ne jamais stigmatiser leurs habitants. Chaque nouveau quartier doit être pensé avec ses espaces verts, ses circulations, ses liaisons douces vers nos commerces de centre-ville. Et pas seulement comme une juxtaposition de logements plus ou moins bien réalisés. Nous voulons garder à l'esprit que l'urbanisme, c'est avant tout du quotidien vécu. C'est ce qui façonne notre qualité de vie, nos déplacements et notre environnement. En résumé, Ensemble pour Melesse défend un urbanisme cohérent, lisible et exigeant, qui s'appuie sur notre histoire, celle de notre patrimoine, qui prépare l'avenir et place la qualité au centre de chaque projet. Melesse mérite une urbanisation maîtrisée, durable et harmonieuse, à l'image de la commune que nous souhaitons transmettre à nos enfants. Merci, monsieur le maire. Merci. Sur certains points, il y a des souhaits de complément, de débat de M. Ferrand. Oui, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'interconnexion qui existe entre le SCOT, Pays de Rennes, et le PLUI, niveau de l'immobilier? Le SCOT est le document cadre de planification urbaine à l'échelle du pays de Rennes. Donc il nous concerne, commune de Melesse et communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné. C'est le document supra qui lui-même doit être cohérent avec le SRADET, fixé par la région. Et le PLUI des communautés de communes ou les PLUI des communes doivent être en cohérence avec le SCOT. Aujourd'hui, le SCOT du pays de Rennes est en cours de révision également. Et le projet de révision de ce SCOT a fait l'objet d'une validation en comité syndical le 14 octobre de ce mois. Donc il faudra bien assurer cette cohérence entre... Nous devons veiller à ce qu'il y ait cohérence entre les orientations retenues fixées au SCOT et les orientations et les déclinaisons réglementaires du PLUI par rapport à ce SCOT. Si je peux Oui. juste un truc. En fait, le PLUI, c'est un document qui s'applique, c'est un document opérationnel à la parcelle. Le SCOT, c'est pas un document opérationnel à la parcelle, c'est un document qui fixe les orientations générales. Oui, M. Ferrand. Le SCOT du Pays de Rennes dit que les nouvelles opérations devront tendre vers des densités minimales. Oui. C'est ça. Et nous, on change en mettant devront respecter. Le SCOT d'aujourd'hui, applicable aujourd'hui, dit en effet tendre vers les densités minimales par strate dans l'armature territoriale. La révision du SCOT va être plus incitative, disons, devront respecter les densités. Et, Il y a juste, oui.
Non, c'était juste, je continuais. Nous devrons produire au niveau du Val d'Ille-aux-Vignes 330 logements par an. Ça, c'est le projet de PLH, en effet, Le projet. qui sera soumis à un dont- débat du conseil municipal normalement début janvier. dont un tiers pour Saint-Aubin d'Aubigné et Melesse. Comment se fera donc 110 logements, comment se fera la répartition entre les deux communes? Aujourd'hui, dans le groupe de travail du PLH et la communauté de communes, la répartition entre les communes a été établie sur la base d'une démarche remontante. Les services de la communauté de communes ont demandé à chaque maire des 19 communes de faire état, de tracer, d'indiquer quelles sont les opérations en coût parti. Exemple, le projet en face de la mairie, là, c'est un coût parti. Et c'est la somme des différents, du nombre de logements des différents coûts partis qui a conduit, avec une extrapolation sur les 2 ans, le PLH c'est sur 6 ans. Les coûts partis sont identifiés pour quasiment les 4 ans qui viennent, toutes les communes, donc avec une légère extrapolation pour aller de 4 ans à 6 ans, et qui a conduit la répartition des 330 logements d'objectifs par an sur les 19 communes. La répartition entre Saint-Aubin et Melesse. Les 33%, comment les 110 logements, comment ils seront répartis? Oui, mais cette répartition-là, pour l'instant, est au stade des commissions de travail de la communauté de communes. Et le projet de PLH sera soumis à validation au conseil communautaire du mois de novembre. Donc d'ici fin octobre, début novembre, les calculs dont vous me demandez déjà les résultats là, seront finalisés. Et c'est une fois que le projet de PLH aura été validé en conseil communautaire qu'il sera demandé aux communes de formuler également leurs avis dans les 2 mois qui suivent. Oui, c'est pour ça que je parlais de janvier. Oui. Un autre sujet, on parle de mobilité douce, on ne parle pas, je ne sais pas si c'est ici qu'on peut en parler, de l'accès de Melesse à Cap-Malo. Si, ça peut être parti. En mobilité douce. Enfin, on ne l'exprime pas concrètement. Dans le projet de PADD, il est exprimé dans une orientation sur les mobilités, de mémoire. Mais c'est un document d'orientation. Il ne définit pas dans le détail les actions à retenir. Comment? Ou éventuellement une liaison douce également Melesse-la-Mézière. Ça, c'est pas dans le PADD du PLUI. Mais bon, je note cette remarque. Oui, monsieur Ferret. On parle des pôles structurants, renforcer l'accueil sur les pôles structurants et favoriser l'accès aux services et équipements, collèges, médiathèques, salles socio-culturelles. On ne parle pas explicitement d'écoles de musique. C'est dans les équipements à l'échelle de la commune ou de la communauté de communes. Vous évoquez l'école de musique. L'école de musique, c'est une compétence aujourd'hui exercée par la communauté de communes. Ce sera le moment où le travail se fera sur la finalisation, la rédaction des OAP, des orientations d'aménagement et de programmation, que des choses de ce type seront inscrites. Non, c'est juste un petit point. Il y a 3 petits points et on peut rajouter des choses dans l'orientation 17. Orientation 17. Après, c'est parce que c'est marqué au service collectif d'équipement, collège, médiathèque, salle socio-culturelle, 3 petits points. Oui, c'est dans les petits points. On spécifie bien médiathèque. On peut l'écrire spécifiquement. On le note, on peut l'écrire spécifiquement. C'est toujours mieux que les petits points de l'écrire spécifiquement. Oui, tout à fait. S'il y a d'autres points que vous souhaitez évoquer.
Il y a un dernier point, excusez-moi. Monsieur Ferrer. En termes de pôle d'échange, Oui, vous avez enlevé Saint-Aubin-de-Ligné. non. Ah oui, on l'a enlevé parce que le pôle d'échange existe. Il est en fin de travaux, là. Oui, d'accord. Ok. Il est en fin de travaux. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. D'accord. Il est en cours d'aménagement, fin de travaux vraiment, sur la partie ouest du centre de Saint-Aubin-de-Ligné, sur la route qui va vers Saint-Médard. D'accord. Mais il s'aménage dans le cadre d'un aménagement urbain. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, il n'apparaît plus là. D'accord. Merci. Laurent Molez. Je veux savoir s'il y avait une articulation avec le PLUI de Rennes Métropole. Est-ce qu'on a un peu une cohérence ou ça se fait que par le SCOT? La cohérence se fait par le SCOT. Il n'y a pas de réflexion commune? Si, Ouais. un peu quand même. À propos des mobilités douces, par exemple, c'est de faire en sorte que les projets de mobilité douce de chaque EPCI, au cas particulier de Rennes Métropole et Val-d'Ivry, arrivent bout à bout, ou face à face. C'est préférable. Donc cette cohérence-là se fait, ce sont des groupes de coordination qui se tiennent par thématique à l'échelle du pays de Rennes, pour décliner de manière plus opérationnelle, ou veiller à ce que la déclinaison opérationnelle des orientations fixées par le SCOT soit cohérente d'un EPCI à l'autre. D'ailleurs, à ce sujet, c'est peut-être au-delà du PLUI, mais on parlait d'opérateurs uniques au niveau des transports en commun, pour l'articulation entre les bus département et les bus de la métropole. On avance là-dessus? Les bus, les cars sont devenus régions. Là. Région, oui, pardon. Région. Alors là, ce qui avance, c'est que après de nombreuses années, nous avons pu obtenir, et non sans mal, un arrêt de car commun sur la route du Meuble, au niveau de Confortland, commune de Melès, où les cars de la Star, les bus de la Star et les cars de Breisgau s'arrêtent sur le même arrêt. La volonté est affirmée de continuer à travailler dans ce sens. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et beaucoup d'espoirs sont reportés sur la mise en place réelle du syndicat Bretagne Mobilité que la région a impulsé et syndicat auquel la communauté de communes a adhéré. La mise en place du comité syndical régional s'est faite au mois de début septembre et les comités locaux de mobilité doivent être installés avant le début de l'année prochaine. Et c'est dans ces instances où seront abordées principalement l'amélioration de la qualité de service, ou du service en général, que seront abordées ces questions-là de la meilleure cohérence possible de fonctionnement entre les services Star et Breisgau. Il y a d'autres métropoles en Bretagne qui le réussissent, donc il n'y a pas de raison qu'autour de Rennes on ne puisse pas le réussir. Mais en effet, il faut y veiller, ça aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Dans l'ensemble des remarques qui ont été formulées vont être rassemblées au titre du procès verbal, mais aussi du compte rendu, et seront transmises dans cette délibération, prenant acte de la tenue de ce débat sur le PADD, la révision du PLUI de la communauté de communes, seront transmis à la communauté de communes. Il n'y a pas d'autres remarques, c'est pas une délibération, c'est de prendre acte, tout simplement. Ah oui, pardon. Peut-être que j'ai un peu plus loin. Donc il n'y a pas d'autres remarques. Je propose aux membres du conseil municipal de prendre acte de la tenue au sein du conseil municipal de ce soir à Melès d'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable organisé dans le cadre de la révision du PLUI intercommunal, de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à une mise en œuvre de ce dossier, entre autres faire remonter les remarques formulées ce soir, et de
Je vous propose également de valider les mesures de publicité suivantes. La présente délibération fera objet d'un affichage en mairie. La présente délibération sera transmise à la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné en charge de la révision du PLUI. C'est bon pour tout le monde? Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Une abstention. Bien, je vous remercie. Le point suivant, M. Maurice, sur la ZAC du Feuil. Donc, ZAC du Feuil, modification du cahier des charges de cession des terrains, le CCCT, et son annexe, le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales, le CPA-UPE, concernant les lots libres. Vu la délibération du conseil municipal du 28 juin 2023 approuvant le programme des équipements publics à réaliser dans la ZAC du Feuil, vu la délibération du conseil municipal du 28 juin 2023 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC du Feuil, vu la délibération en date du 26 juin 2024 approuvant le cahier des charges de cession des terrains ainsi que ses annexes dans le CPA-UPE, l'eau libre et opérateur, vu la délibération du 29 janvier 2025 corrigeant la surface de plancher du lot collectif 17 et mettant à jour la surface de 4 lots de terrain à bâtir, 5.1, 5.2, 18.1 et 19.4, vu le plan local d'urbanisme interco de Val-d'Ille-Aubigné approuvé le 25 février 2020, vu les modifications apportées au cahier des charges de cession de terrain et son annexe, le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales relatif à la tranche 1 de la ZAC du Feuil, et vu la présentation en commission urbanisme en date du 30 septembre 2025. Il est rappelé aux membres du conseil municipal que le cahier des charges de cession des terrains et le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales permettent, d'une part, de définir les droits et devoirs des acquéreurs, de l'aménageur et de la collectivité dans le cadre de la vente des terrains à commercialiser au sein du périmètre de la ZAC. Il indique notamment le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. D'autre part, de préciser les règles particulières à la construction et l'aménagement des parcelles privées en imposant des prescriptions techniques, urbanistiques, architecturales et environnementales spécifiques. Le CPA-UPE vient compléter les règles d'urbanisme fixées par le plan local d'urbanisme intercommunal de Val-d'Ille-Aubigné qui a été approuvé le 25 février 2020. Donc, conformément aux dispositions L311-6, 11.1, 11.2 du Code de l'urbanisme, les dispositions du CCT et des CPA-UPE sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme lorsque les documents ont fait l'objet d'une approbation en conseil municipal ainsi que des mesures de publicité prévues par le Code. Cela signifie que les règles et prescriptions qu'il fixe s'imposeront ainsi à l'ensemble des acquéreurs, constructeurs et opérateurs au sein de la ZAC du Feuil. Le CCCT et le CPA-UPE annexés à chaque acte de vente. Différentes corrections sont apportées au CCCT et au CPA-UPE l'eau libre, présentées en annexe à la présente délibération, modification à la marge. Il s'agit des points suivants: correction de la surface de plancher des lots 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, puisque là, ça y est, les premières sessions sont en cours. Modification des coordonnées de la maîtrise d'œuvre hydraulique. L'adresse est indiquée dans le document. Modification des dispositions relatives aux puisards et puits d'infiltration et précision sur les dispositions relatives aux limites séparatives ainsi que sur les places de stationnement. Donc il est proposé, alors sur les modifications, juste pour en complément d'information, les dossiers de permis de construire déposés en mairie ne sont étudiés et préinstruits que s'ils ont à la fois la signature de l'architecte qui est en charge de s'assurer de la bonne cohérence et du bon respect de l'ambiance et l'environnement urbanistique de la ZAC du Feuil, tel que défini, et également une attestation concernant l'hydraulique. Donc ça, c'est systématique et tout ce qui est énergétique.
Donc si c'est pas dans le dossier, ça fait l'objet d'un retour et systématiquement les premiers dossiers qui arrivent montrent que c'est respecté. Et également dans ce CAUPE, eh bien le traitement des limites séparatives, la difficulté parfois pour avoir une cohérence d'ambiance sur un lotissement ou une ZAC, eh bien là il y a des prescriptions très précises et l'aménageur va même jusqu'à retenir une somme de 2 000 € et qui ne sera restituée à l'acquéreur, donc c'est contractualisé, etc. C'est une démarche légale et autorisée, de façon à s'assurer que ce qui a été écrit, dit, c'est bien ce qui soit réalisé. Dans les compléments d'information que je voulais apporter. Merci. Vous avez des demandes de précision? Monsieur Margot. Oui, monsieur le maire, monsieur Maury vient de nous dire que l'aménageur allait retenir des sommes sur les investisseurs pour permettre un contrôle par l'aménageur, mais qui contrôle le travail de l'aménageur au sein de la ville de Melesse? On a malheureusement un passif dans ce domaine, puisqu'un certain nombre de zones qui ont pu être réalisées ont fait ensuite l'objet d'un contrôle, et donc le non-respect, y compris par l'aménageur lui-même. C'est bien que M. Maury ait une très grande confiance dans les aménageurs, mais en l'occurrence, malheureusement, il s'avère que régulièrement il dérape. Quels sont les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour contrôler le travail de l'aménageur sur une zone d'aménagement de cette importance et dans la durée? Bon, la façon dont vous exprimez votre interrogation, régulièrement il dérape. Les aménageurs, monsieur le maire, à travers la France, il y a beaucoup d'exemples. Ah oui, à travers la France, oui. Je pensais que vous parliez de Melesse. Non, monsieur le maire, mais pourquoi vous prenez toujours les choses sur les C'était une demande de précision de ma part. Non, c'était Je l'ai maintenant. pas une demande de précision, monsieur le maire. Si. Aujourd'hui, l'aménageur, il est tenu par un compte rendu à faire de manière annuelle à la collectivité, qui nous est présenté au conseil municipal. Nous avons qui, avant d'être présenté au conseil municipal, est examiné en commission d'ailleurs, et qui fait l'objet d'une analyse particulière. Et le choix des opérateurs. Le choix des opérateurs aussi. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Ensuite, sur le déroulement du chantier d'aménagement qui est commencé là, sur la tranche 1, il y a une réunion hebdomadaire tous les 15 jours de chantier. Tous les lundis. Et un représentant des services techniques de la commune y participe. Donc il y a ce suivi régulier et ces points annuels qui sont faits lors des comptes rendus annuels de l'aménageur à la collectivité. La confiance s'appuie sur des choses extrêmement factuelles, cadencées et présentées notamment en comité technique. Et en ce qui concerne effectivement le respect, alors plus largement peut-être à la ZAC du Feuil, je présenterai en commission urbanisme une charte de l'urbanisme développement durable qui écrit ce que l'on fait déjà avec, entre autres, promoteurs et aménageurs lorsqu'ils interviennent sur la commune. Et les choses sont déclinées et ce sera un document de travail qui, je l'espère, sera utile à tout le monde. Merci. Y a-t-il d'autres précisions? Je vais donc soumettre aux membres du conseil municipal la délibération suivante. Approuver la modification numéro 2 du cahier des charges de cession des terrains et son annexe du cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales pour les lots libres, tel que joint à la présente délibération portant sur la tranche 1 de la ZAC du Feuil. De valider les mesures de publicité suivantes, mention de la présente modification du cahier des charges et du cahier de prescription architecturale, urbaine, paysagère et environnementale de la ZAC du Feuil en affichage pendant 1 mois en mairie, diffusé sur le site internet de la commune et publié au recueil des actes administratifs. Mise à disposition sur le site internet de la commune ainsi qu'au service urbanisme de la mairie aux horaires d'ouverture habituels. Transmission à la communauté de communes du Val-d'Ilominier en charge de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme et de m'autoriser
à effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures de publicité, ainsi qu'à la bonne exécution de la présente délibération. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons. On vous remercie. Le point 3, l'ordre du jour. Urbanisme d'une partie de parcelle de terrain au SMICTOM Val-Cobreis. Oui. Vente de la parcelle E 1783 au SMICTOM Val-Cobreis et parcelle située au Guimondière. Vu les avis favorables des commissions urbanisme des 3 juin 2025 et 30 septembre 2025, on rappelle aux membres du conseil municipal que le SMICTOM Val-Cobreis a en charge la gestion des déchetteries de son territoire. Dans l'objectif d'améliorer la qualité du service et de garantir aux habitants l'accès à une déchetterie fonctionnelle et sécurisée, le SMICTOM va engager un projet d'extension de la déchetterie actuelle située au lieu-dit des Guimondières. Dans leur avis du 19 mai 2025, les services des domaines ont estimé la valeur vénale à 10 € du mètre carré, assortie d'une marge d'appréciation, comme c'est la règle, de 10%. Après discussion et négociation, un accord est intervenu avec le président du SMICTOM Val-Cobreis pour la vente d'une partie de la parcelle E 1783 pour une superficie de 9000 m² pour un montant de 13 € du mètre carré et conformément au plan de division joint. Il est précisé que les frais d'acte notariés de bornage seront à la charge du SMICTOM Val-Cobreis. Il s'avère que ce terrain est exploité par le GAEC du Chêne-Arel. Un avenant numéro 2 au bail rural est en cours de rédaction pour mettre à jour l'emprise foncière mise à disposition de ce GAEC. Considérant que le terrain est idéalement situé pour l'extension de la déchetterie, ce qui réduit les coûts futurs pour le syndicat, considérant que ce projet constitue un véritable service pour les habitants de la ville, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la vente auprès du SMICTOM Val-Cobreis pour une superficie de 9000 m² de la parcelle E 1783 au prix de 13 € du mètre carré, soit pour un montant total de 117 000 € en vue de l'extension de la déchetterie. De préciser qu'un avenant numéro 2 au bail sera rédigé auprès du GAEC du Chêne-Arel. De préciser que les frais de bornage, d'actes notariés ainsi que tous les frais inhérents à cette vente seront à la charge du SMICTOM Val-Cobreis et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Des questions, des demandes de précision? Monsieur Ferrer. L'avis des domaines, c'était 10 €. Oui. On rentre, la négociation s'est établie à 13. Merci. Je peux soumettre à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Monsieur Merlot. Qui est opposé à cette session? Qui souhaite s'abstenir? Donc nous validons cette session au SMICTOM. Point suivant. Une proposition de modification au règlement intérieur du conseil municipal. Donc le groupe, les élus minoritaires sont maintenant constitués en 2 groupes. Et je propose donc de modifier l'article 24 du règlement intérieur du conseil municipal comme suit. Une page d'expression politique libre est réservée dans chaque numéro du bulletin d'information municipale, Valais Magazine, et chacun des 2 groupes de conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dispose dans chaque numéro d'un quart de page dans le respect de la charte graphique établie par la ville, car chacun des articles comprendra entre 1000 et 1100 caractères, titre, signature et renvoi aux outils de communication, page Facebook, adresse courriel compris, et sera sans photo. Le logo du groupe pourra figurer dans cette tribune libre. Là, la modification que je propose à la validation du conseil municipal ce soir. Remarque, je soumets à votre vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Donc nous retenons cette modification au règlement intérieur du conseil municipal.
Le point 5 de l'ordre du jour. Convention de mise à disposition d'installations sportives ou de sites au bénéfice du SDIS 35. Considérant que la mise à disposition d'installations sportives ou d'un site au SDIS 35 permet de renforcer la sécurité civile sur le territoire communal, considérant que cette convention s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la commune et le SDIS 35 pour l'intérêt général, je propose une convention dont vous avez pu prendre connaissance en annexe à la note de synthèse, de mise à disposition d'une partie du site de l'ancien collège Mathurin-Méheux, rue de Bellevue, au profit du SDIS 35, et vous avez vu le projet de cette convention en annexe. Cette convention sera conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er novembre 2025. Elle pourra être reconduite tacitement, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant l'échéance. La mise à disposition est consentie à titre gratuit. Le SDIS 35 s'engage à utiliser le site conformément à sa destination et à respecter les règles de sécurité et d'hygiène en vigueur. Il s'engage à prendre en charge les conséquences des dommages matériels et immatériels causés à cet équipement mis à disposition lors de son utilisation. Vous avez pu prendre connaissance de cette convention relativement simple. Ceci mène-t-il des questions, des demandes de précision? L'usage principal sera pour les pompiers de l'Est, leur réexercice de préparation et de main-d'œuvre. Je propose donc au Conseil municipal d'approuver cette convention avec le SDIS 35 pour la mise à disposition du site d'une partie de l'ancien collège et de m'autoriser moi-même ou mon représentant à signer cette convention et tout autre document s'y rapportant. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Le point 6, convention à passer avec la maison familiale rurale de Rennes, Saint-Grégoire. Madame Le Dréan qui est déclue. Alors, ce point a été vu en commission le 9 octobre 2025 et donc je vous informe que dans le cadre des formations dispensées par la MFR de Rennes-Saint-Grégoire sur les thématiques liées à l'aménagement paysager, l'établissement de formation élabore et formalise chaque année des partenariats avec des structures et organisations pouvant être à même de proposer des problématiques concrètes d'ordre technique, environnemental ou de mise en action des stagiaires et apprentis sur des réalisations concrètes. Dans ce cadre, la mairie de Melesse est en mesure de proposer des terrains d'apprentissage et des sujets de réflexion liés au programme et au référentiel de formation. Et ce partenariat est utile aux apprenants car il leur permet de mettre en pratique leurs connaissances et leurs compétences pour donner du sens aux apprentissages. Il est organisé autour des compétences entretien, création d'aménagement paysager, sécurité et réglementation. Les stagiaires jeunes engagés dans le parcours de formation seront au nombre de 12 pour la promotion BP1 et 11 pour la formation BP2, c'est pour les professionnels. Les stagiaires adultes engagés dans le parcours de formation seront au nombre de 11 pour la promotion BP et de 12 pour la promotion titre pro. C'est des conventions qu'on a déjà passées dans le passé sur différents sites de la commune avec les espaces verts et donc à chaque fois on a un encadrant formateur de la MFR qui est présent, évidemment pour l'accompagnement technique et professionnel. Et la convention prévoit la prise en charge des repas du midi. Par la commune. Voilà. Et vous avez des demandes de précision? Donc c'est une nouvelle convention, c'est quasiment un renouvellement d'une convention déjà faite. C'est pas la première année qu'on fait. Je soumets donc à votre validation, vous invitant à approuver la convention à passer avec la MFR de Saint-Grégoire, à m'autoriser moi-même ou mon représentant à signer cette convention, ainsi que tout autre document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Le dernier qui sont. Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Nous retenons donc cette validation. Le point suivant. Le rapport sur le prix et la qualité de service public d'assainissement non collectif 2024. Donc, ce point a également été vu en commission du 9 octobre et donc
Donc pour rappel, le SPANC organise en fait le contrôle des installations neuves ou réhabilitées et le contrôle périodique des installations existantes. Vous avez le rapport dans les annexes. Et vous aviez également un petit focus sur la commune de Melesse. Donc ce qu'il y a de nouveau en 2024, c'est une nouvelle procédure de pénalisation des installations absentes ou non conformes avec risque sanitaire ou risque en biosécurité qui a été mis en place en octobre 2023 et qui a été mis opérationnel à partir d'avril 2024. Voilà, sinon la population desservie est relativement stable par rapport à 2023, 12 580 habitants sur l'ensemble de la communauté de communes et on a 839 pour Melesse. Et vous essayez de me suivre. Donc actuellement, on estime que le parc est majoritairement composé de filières traditionnelles, à 69% des filières décrites. Je passe rapidement, on passera après peut-être sur la commune de Melesse. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre voilà, au niveau des conformités, donc c'est important, il y a 79% du parc qui a fait l'objet d'un contrôle de bon fonctionnement. Donc ça c'est important, c'est quand même pas mal. Et du coup le taux de conformité est de 81%. Le taux de conformité réglementaire est de 81%. Il y avait donc 897 installations qui nécessitaient des travaux urgents. C'est toujours sur l'ensemble de la communauté de communes. Voilà. Vous avez le schéma avec le nombre de contrôles réalisés sur les différentes années. Et ensuite, on peut passer peut-être sur le document spécifique de Melesse. Qui juste la note de... La note, c'est pareil. La note spécifique. Voilà, vous aviez ça dans le document, dans les annexes. Donc ça reprend la répartition pour la commune de Melesse des différentes installations. Donc sans surprise, c'est essentiellement des petites installations, 824, avec les différents types de filières, les contrôles qui ont été réalisés. Les conformités. Voilà. Et puis ensuite un petit focus sur les pénalités qui ont été mises, donc soit pour non-respect des délais de travaux, obstacle à l'accomplissement de la mission de contrôle, il n'y en a pas eu. Et les pénalités, déplacement sans intervention, absent au rendez-vous, il n'y en a eu qu'une. Donc 10 pénalités sur le non-respect des délais de travaux. Oui, principalement. Merci. Des questions? Monsieur Ferrand. Oui, quel est le taux de recouvrement justement de ces pénalités? Oui, tout à fait. C'est une question qu'on a posée à la commission et j'avais la réponse dans le compte rendu de la commission. C'était donc 4%, les impayés des pénalités, c'est 4% des pénalités facturées en 2024. Et pour 2025, on est actuellement entre janvier et juin à 18%. Et probablement ça va se rééquilibrer sur la fin de l'année. On avait posé la question. D'autres. Alors c'est global sur la communauté de communes, hein, c'est pas propre à Melesse, le recouvrement. Les 4% non recouvrés. C'est peut-être par rapport à. Faire des pourcentages sur 2 ou 3. Ce n'est pas sur les premiers euros. Peut-être qu'à Melesse, tout le monde a payé. Le taux de recouvrement dont vous nous parlez, ce n'est pas sur la fiche de Melesse en fait. Non, c'est global. C'est global.
essayer d'avoir un peu de rendu. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Bien, donc je vous invite à prendre acte de la présentation du RPQS de l'assainissement non collectif 2024 sur la communauté de communes, avec ce petit focus sur la commune de Melès. Merci, on peut passer au point suivant qui est le RPQS d'assainissement collectif sur le syndicat intercommunal d'assainissement de la Flume et du Petit Bois. Donc même chose, ça a été vu en commission environnement. Donc pour rappel, ce service d'assainissement collectif concerne la station d'épuration qui est exploitée par le syndicat intercommunal d'assainissement, donc SIA, qui regroupe les communes de Gévzé, La Mézières, Parthenay de Bretagne et Vignoc, à l'issue d'une convention de 2007. Et donc sont également rattachés les habitants de la ZAC de Cap-Malo, les Molésiens de la ZAC de Cap-Malo. Après la prise de compétence par Rennes Métropole de l'assainissement, Gévzé, Parthenay de Bretagne ont quitté le SIA mais restent desservis par cette STEP. Et donc du coup la SIA ne comprend plus que 2 communes, donc La Mézière et Vignoc, auxquelles sont rattachés les habitants de Cap-Malo. Donc la population desservie est de 7162 équivalents habitants en charge organique et 10 018 en charge pour la semaine la plus chargée. Pardon. Et la station, pour rappel, elle est dimensionnée pour 15 500 équivalents habitants. Depuis 2023, la station est gérée par STGS, avant c'était Veolia. Donc là, il y a un nouveau contrat depuis le 1er janvier 2023. Voilà, donc les prestations assurées dans le cadre du service, hein, c'est comme pour les autres stations, gestion du service, gestion des abonnés, contrôle des branchements, mise en service, entretien, fonctionnement et renouvellement. Hop, voilà, donc le nombre d'abonnés c'est 5889 en 2024, avec une petite augmentation. Les volumes facturés également en petite augmentation aussi, 457 356 m3 pour un volume moyen de 77,66 m3 par abonné. L'évolution des eaux claires parasites qui est à 30% en 2024, qui est cohérente avec les autres années et qui est liée en partie à la pluviométrie. Un linéaire qui a augmenté en 2024 mais qui est lié à une mise à jour en fait du SIG par le nouveau prestataire, plus qu'une réelle augmentation du linéaire. Donc on a une seule station d'épuration pour ce syndicat qui est une station avec un traitement biologique par bout activé, un clarificateur et ensuite centrifugeuse et séchage des boues et silo à bout liquide également. Voilà, donc je passe sur les capacités de la station, vous avez tout ça dans le document, les charges de 2024 et voilà, donc 2024 les boues ont été épandus sur des parcelles agricoles, hein, comme pour la station principale de Melès, pour 100%, et tarification. Je vais pas trop vite ça. Les tarifs 2024 donc, et les tarifs 2025 du coup restent les tarifs 2025 restent inchangés par rapport à 2024 et les tarifs
2024 ont baissé de 18,4% par rapport à 2023, donc avec un abonnement de 25 € hors taxe par an et 1 € hors taxe par mètre cube ensuite. Les évolutions des composantes du tarif sont détaillées dans le tableau suivant. Pour une facture de référence de 120 mètres cubes, c'est toujours ce qui est fait, ça permet de voir la part de chaque partie. Voilà. Donc on voit sur le petit graphique voilà, la part de la collectivité qui diminue et la part de l'exploitant qui se maintient. Voilà. Le prix de l'assainissement collectif, voilà, qui détaille donc les différentes parties, donc la part de l'exploitant, la part de la collectivité, les redevances, et donc les variations qui sont liées du coup à une petite diminution de la part de l'exploitant, et puis une diminution des redevances et taxes, et notamment c'est l'agence de l'eau. La composante sur la facture de 120 mètres cubes, qui reprend ce que je viens de dire. Les recettes de la collectivité en 2024 sont de 519 275 €, pour l'exploitant 315 235 €, donc l'augmentation par rapport à 2023. Et voilà. Les indicateurs de performance avec un total de 118 sur 120 pour la connaissance du réseau. Et je crois que c'est tout. Et la conformité de la station avec 100% pour l'ouvrage d'épuration, 100% pour l'évacuation des vues. Et les travaux réalisés en 2024 pour 229 350 €. Voilà. Merci. Des questions complémentaires? Une question Il y avait une question. complémentaire, oui, qu'on avait évoquée en commission aussi, voilà, sur le prix, sur le prix, une fois que la compétence va être passée à la communauté de communes. Et donc, comme il n'y a pas de prix unique en fait sur la communauté de communes, les habitants de Cap-Malo resteront au prix Du SIA, sur lesquels ils sont raccordés. de l'ES sur le Merci à nouveau. S'il y a d'autres demandes de précision, j'invite le conseil municipal à donc à prendre acte de la présentation du RPQS 2024 du syndicat intercommunal d'assainissement collectif de la Flume et du Petit Bois. Le point suivant, c'est M. Dumas qui va nous faire une présentation synthétique du rapport d'activité 2024 du SMICTOM Val-Cobreise. Bien, donc le SMICTOM Val-Cobreise qui assure la gestion des déchets. Donc il y a un rapport qui est très intéressant et très détaillé, qui est disponible sur le site du SMICTOM. Je vous engage, si vous avez besoin de compléments par rapport à la présentation synthétique que je vais en faire, d'aller chercher des chiffres ou des précisions. C'est un document qui est particulièrement bien fait et intéressant. Un rappel, donc... Oula, ah bah oui, on l'a, pardon, autant pour moi, je croyais que vous n'avez que la... Ok. Bah c'est pas grave, tant mieux, bah, comme ça vous l'avez dans les documents. Autant pour moi, je n'ai pas fait attention à ça. Bien, donc les compétences du SMICTOM Val-Cobreise, donc c'est la prévention des déchets, c'est-à-dire avant de produire des déchets, essayer de faire en sorte de ne pas les produire pour faire de l'évitement, du recyclage et toutes les choses qui permettent de limiter notre impact sur l'environnement. Malgré tout, il en reste des déchets. Donc après, il y a la gestion des déchetteries qui rassemble la partie la plus importante des déchets qu'ils ont collectés. La pré-collecte, fourniture des bacs, des points d'apport volontaires, etc. Gestion de la redevance, bien évidemment, pour pouvoir faire fonctionner le SMICTOM. La collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables, et de tous les déchets d'ailleurs.
Et puis le tri et le traitement, je le mets en dernier, le tri et le traitement, parce que c'est une compétence que le SMICTOM Val-Cobraise a déléguée au syndicat mixte des Pays de la Rance et de la Baie, avec Saint-Malo, Dinan et d'autres collectivités. Et donc, c'est pas directement le SMICTOM qui gère le tri et le traitement, mais le SMPRB. Le territoire qui nous concerne, donc c'est 52 communes, près de 100 000 habitants. La communauté de communes de la Bretagne romantique au nord-ouest, dans son intégralité. La communauté de communes du Val-d'Ille-au-Bigné, presque dans son intégralité, puisqu'il manque la commune de Sens de Bretagne qui est rattachée à la Fougère. La communauté de communes de Liffré-Cormier Communauté, il manque 2 ou 3 communes de Liffré-Cormier Communauté, et puis des petits morceaux de la communauté de communes du Couesnon-Marche de Bretagne, c'est Romazy, et Saint-Pern et Roudouer qui font partie de la communauté de communes de Saint-Main-Montauban. Sur la carte, vous avez les quais de transfert, donc Tinténiac et Saint-Aubin-de-Ligné, et les déchetteries du SMICTOM, c'est-à-dire Combourg, Tinténiac, Montreuil-sur-Île, Melesse, Liffré, Saint-Aubin-d'Aubigné et La Boëtière. Les indicateurs techniques, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que c'est un sujet qui est important et qui concerne la prévention notamment. Notre objectif du plan local de prévention qui a été établi entre 2021 et 2022, donc c'est de réduire notre production de déchets. Avec différentes cibles, réduire globalement la production des déchets, mais surtout essayer de réduire ceux qui sont, je vais dire, les plus coûteux, les plus nocifs. Donc les ordures ménagères en font partie, et donc on avait un objectif dans le plan local de prévention, donc d'arriver à 107 kg par habitant et par an en 2027. On n'est pas très loin d'être sur la bonne courbe, je dirais, et l'objectif était particulièrement ambitieux. Donc je l'ai mis en premier parce que c'est le plus important. Malheureusement, les autres ne suivent pas tout à fait les mêmes tendances. Les déchets verts, alors après avoir réduit en partie, ils ont augmenté significativement en 2023 et 2024, avec des causes qui sont liées à la météo. Quand il pleut, il y a plus de pelouse à tondre, et donc il y a plus d'apport à la déchetterie, mais également le fait que Rennes Métropole ait interdit les tontes de pelouse dans les déchetteries de son territoire fait qu'on a une forme de déport des déchets. C'est pour ça, et là j'anticipe, puisque ça c'est 2024, on met en place des contrôles d'accès dans les déchetteries. Les gravats sont à peu près stables. Les emballages, on continue d'améliorer nos taux de captage des emballages dans les bacs jaunes. Le verre, c'est une donnée qui est assez stable d'une année sur l'autre. Les encombrants et les incinérables, à peu près stables également. On n'enregistre pas, malheureusement, de diminution importante. Ceci dit, il n'y a pas que le SMICTOM qui agit pour ça, il y a aussi des réglementations qui sont nationales, et si elles n'évoluent pas, l'évolution des collectivités sera limitée. Je reviens sur l'indicateur des ordures ménagères. Donc on voit que depuis 2017, on suit une courbe descendante, et on peut s'en réjouir, courbe descendante, et également, j'ose dire qu'on est pratiquement à la moitié de la production d'ordures ménagères de la moyenne nationale. Donc ça veut dire que sur cet aspect-là, en tout cas, on est performant au SMICTOM Val-Cobraise. Les emballages, ils suivent une courbe un petit peu inverse, puisqu'en fait, plus on capte les emballages dans les papiers, dans les collectes spécifiques, moins on retrouve ces éléments dans les déchets qui seront incinérés, et c'est tant mieux. Et on voit sur les courbes là une petite saute entre 2021 et 2022 qui est liée au fait que la partie, l'ancien SMICTOM d'Île-et-Rance qui constitue la moitié du SMICTOM Val-Cobraise n'avait pas de collecte sélective antérieure en 2021, et donc quand on a mis en place
qu'on a homogénéisé les pratiques sur l'ensemble du territoire, alors forcément, et heureusement, disons, on a enregistré une augmentation de nos performances sur cet aspect. Sur les collectes séparées, verre, papier, journaux, textiles, le verre, on a 4300 tonnes par an de verre qui servent à faire du verre. Malheureusement, on peut dire que le verre, pour refaire du verre, on part dans des usines où on refond du verre et donc on utilise de l'énergie. Alors on économise du sable, mais on n'économise pas d'énergie. L'idéal serait d'aller vers le recyclage des bouteilles, c'est le réemploi, oui, recyclage, réemploi des bouteilles, et c'est des filières qui se mettent en place à l'heure actuelle. On peut espérer qu'on aura une amélioration dans ce domaine-là. Le papier, on diminue les tonnages de papier et pour cause, hein, on utilise quand même moins de papier aussi dans les entreprises ou les collectivités. Donc, là, le papier sert à faire du papier. Les journaux, ils sont mis à part parce qu'on a des collectes spécifiques sur les journaux. Et c'est important parce que nous, on a un meilleur prix de reprise des journaux puisqu'ils servent à faire de l'isolant thermique dans une entreprise à Morlaix. Et donc, c'est intéressant pour nous de pouvoir différencier les flux. Et enfin, le textile, par l'intermédiaire de l'association Le Relais, 432 tonnes par an. L'association Le Relais connaît des difficultés, en particulier liées en partie au fait que la fast fashion génère des quantités qui n'arrivent plus à gérer. Et ça, c'est une difficulté importante pour eux. Sur les déchetteries, donc je le disais, c'est là où on amène la grosse majorité de nos déchets, 32 000 tonnes, c'est-à-dire si je divise par 100 000 habitants, 327 kilos de déchets des déchetteries par habitant. Donc là, effectivement, autant on pouvait être fier de faire réduire les déchets de nos bacs ordures-ménagères, autant là, pour les déchetteries, on n'enregistre pas de baisse et c'est une valeur qui est relativement élevée, mais comparable, je dirais, aux collectivités comparables à nous, avec des maisons qui ont des jardins, donc des déchets verts, etc. Voilà. Les répartitions des modes de traitement dans les déchetteries, la valorisation matière, le bois, le métal, tout ce qui peut être valorisé par la matière, 46%. Valorisation énergétique, c'est tout ce qui est tout venant incinérable, qui constitue une bonne part de ce qu'on récupère en déchetterie, qui va être valorisé à l'usine d'incinération de Tadin du CMPRB, 28%. 20% d'amendements organiques. Les déchets verts, même s'ils sont en augmentation, ils sont réutilisés, ils servent à faire du compost. Et je dirais que là, pour le coup, on a quand même un cycle qui est relativement vertueux sur les déchets verts. Avec les déchets verts, je vais petit point, bientôt c'est la saison des huîtres. N'hésitez pas à amener vos coquilles et coquilles d'huîtres. Ils sont valorisés également, mélangés aux déchets verts et servent à faire de l'amendement pour les cultures. Voilà. Et puis l'enfouissement, on cherche à l'éliminer, mais il reste une partie des déchets, notamment les gravats, qui ne peuvent pas être... donc on n'a pas de filière, on a quelques filières avec des entreprises de travaux publics qui en reprennent une partie, mais ils ne prennent pas tout, et donc il nous reste 6% des déchets de déchetterie qui vont à l'enfouissement. La prévention, donc là il y a 2 petites diapos, peut-être une seule diapo pour un travail qui est important du service prévention. Il y a les composteurs, les déchetteries, c'est un concept de prêter les déchetteries à des associations pour l'espace d'un dimanche, pour mettre à disposition de l'association et vendre à prix libre ce qui est récupéré dans les locaux de réemploi. Ça se pratique dans les déchetteries modernisées qui sont Tinténiac, Combourg, non pas Tinténiac d'ailleurs, puisque Tinténiac tout est récupéré par Emmaüs, Combourg, Saint-Aubin-Aubigné, Liffré, bientôt à la Boissière et à Melès, espérons-le, dans peu de temps.
Ces vides-déchetteries donc, ont permis de récupérer, alors par rapport aux 3200 tonnes, ça fait pas grand-chose, mais 26 tonnes d'objets réemployés et 16 000 € de recettes en 2024 pour les associations. Les composteurs, c'est un travail au long cours, et donc tous les ans on vend des composteurs et on incite les gens à garder leurs déchets, leurs biodéchets chez eux pour pouvoir éviter de les envoyer à la déchetterie. La diapo qui suit, donc c'est les indicateurs environnementaux avec les bilans des différentes matières en fonction des déchetteries, du ordre ménagère, du tri sélectif. Bon, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit auparavant. Voilà, et au total, 54 855,9 tonnes, la quantité de déchets gérés par le SMICTOM en 2024, c'est-à-dire 558 de déchets ménagers et assimilés. Donc, il y a les ordures ménagères, mais ça constitue qu'une part, vous le voyez, mineure, puisque c'est 126 kg sur 558 que gère le SMICTOM. On peut noter entre 2023 et 2024 la catégorie biodéchets qui est apparue, et c'est pour le SMICTOM dans un premier temps la mise en place de points d'apport pour les restaurations scolaires, principalement des différentes communes, et puis ça s'est étendu en 2024-2025 et plus particulièrement en 2025 avec l'équipement de quelques points d'apport, on va dire test dans les communes, et en fonction des résultats de cette expérimentation, il y aura extension ou pas d'ailleurs du dispositif. En termes d'indicateurs financiers, on n'a qu'une diapo ici, donc on voit qu'en fonctionnement, on a un tout petit peu plus de dépenses que de recettes, donc ça c'est pas terrible, et c'est ce qui a généré l'augmentation des redevances en 2025. La situation n'est quand même pas grave, puisque dans les 12,400 millions d'euros, il y a les dépenses d'amortissement qui servent et donc qui participent à l'autofinancement, et donc l'autofinancement brut et net de la collectivité reste largement positif. En investissement, des dépenses liées au renouvellement du parc, probablement en 2024, et le début des études sur la Boissière et des recettes d'amortissement, principalement en 2024. Il n'y a pas eu d'emprunt dans cette année, puisque au début du programme de rénovation des déchetteries, le SMICTOM a fait un emprunt important de 8 millions d'euros. Donc on vit là-dessus depuis quelques années. Les perspectives, je dirais, c'est des perspectives qui sont actuelles en fait. L'expérimentation de la collecte séparée des biodéchets en points d'apport volontaire pour les ménages. Alors on a défini plutôt des secteurs l'habitat vertical, là où on n'a pas de petit jardin pour mettre en place des composteurs qui sont la solution préconisé par le SMICTOM pour notre territoire. Et donc là, effectivement, on va avoir quand même de la collecte de biodéchets en point d'apport volontaire. La nouvelle déchetterie de la Boissière en 2026, et on a évoqué tout à l'heure la vente du terrain au SMICTOM pour la nouvelle déchetterie de Molès, espérons-le en 2027. Et puis la mise en place du contrôle d'accès en déchetterie. Vous avez dû tous recevoir vos cartes, et prochainement elles seront visibles, il y aura un contrôle dans les déchetteries, donc il faudra... les agents normalement vont avoir une certaine compréhension au début, puis après ce sera des règles qui seront strictes, par carte, pas d'entrée, mais il n'y a pas de restriction du nombre d'accès à l'heure actuelle de mise en place. Là c'est juste le contrôle d'accès pour être sûr qu'on a bien le droit de venir dans les déchetteries. Et un point particulier que je souhaitais dire, on peut aller dans les déchetteries de Molès, mais on peut aller dans les autres déchetteries du SMICTOM avec nos cartes. Parce que j'ai eu récemment la question de quelqu'un de Saint-Germain-sur-Île qui me disait tiens, est-ce que je peux aller à Molès ou à Saint-Aubin? Oui, la réponse est oui. On peut aller dans toutes les déchetteries du SMICTOM. Et voilà, j'en ai terminé. Et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Merci. Monsieur Mervaux. Oui, monsieur le maire, monsieur Dumas, vous n'êtes pas très généreux, monsieur Dumas, en termes de chiffres sur le bilan. Est-ce que vous pouvez au moins nous donner un exposé des 12 400 000 euros de frais de fonctionnement, en particulier le coût de la collecte, les 3 grands postes,
Je pensais qu'un vice-président pouvait le faire de mémoire, monsieur Dumas. Mais bon. Je vous engage à regarder déjà dans le rapport d'activité du SMICTOM disponible sur le site. Et je ne crois pas qu'il y ait ces éléments-là, et moi je ne les connais pas par cœur, mais je m'engage à les demander pour pouvoir les fournir. Donc en gros, non, il y a les dépenses OMR, dépenses recettes, déchets recyclables, déchetterie, mais on n'a pas une distinction pour la collecte et pour le traitement. Donc je poserai la question et vous aurez les chiffres. Je m'y engage. Monsieur Margot. Rassurez-moi, monsieur Dumas, vous êtes toujours vice-président du SMICTOM. À la prévention des déchets, je ne suis pas vice-président finance. Vous siégez Donc au c'est conseil normal. d'administration. Bien sûr, je siège régulièrement. Non, Je vous invite d'ailleurs. C'était ma question, monsieur Dumas. C'est des réunions publiques. Vous pouvez venir voir. Je viendrai avec plaisir vous écouter. Il y a d'autres questions de précision? Bien, donc je vous remercie. Et je propose aux membres du conseil municipal de prendre acte de la présentation de ce rapport d'activité 2024 du SMICTOM Val-Cobreil. Ma voisine me dit que ce n'est pas le rapport d'activité qu'il y a dans les pièces jointes, mais bien la présentation que je viens de faire. Donc si vous voulez le rapport d'activité, n'hésitez pas. Sur le site du SMICTOM, il est disponible. Merci. Le point 10. J'ai fait. C'est prendre acte. Le point 10, en ressources humaines. Suppression et création d'un poste d'agent de restauration. Un poste d'agent de restauration, ton nom complet, créé par délibération du 16 décembre 2020 sur le grade d'agent de maîtrise, sera vacant à la suite d'un départ en retraite. En conséquence, il est proposé de modifier cet emploi pour permettre le recrutement, pour que l'emploi puisse être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique sur l'ensemble des grades du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, un recrutement contractuel, en respectant les règles, sera possible. Et pas en retraite, donc l'on remplace à nouveau l'ensemble des grades pouvant y répondre. C'est clair, je peux mettre au vote. Donc je propose aux membres du conseil municipal de créer un emploi permanent d'agent de restauration tel que je viens de le résumer, qui était indiqué dans la note de synthèse que nous avons, et de modifier le tableau des emplois à compter du 1er novembre 2025 en conséquence. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Souhaite s'abstenir? Une abstention. Bien, nous validons. Merci. Point 11. Toujours dans le domaine des ressources humaines, adhésion à la convention de participation risque santé du centre de gestion d'Ille-et-Vilaine. Donc, rappelez-vous, on avait déjà délibéré pour être associé à l'appel à concurrence lancé par le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine en vue de conclure une convention de participation et de contrat collectif à adhésion facultative des employeurs de son ressort et des agents pour le risque santé. À l'issue de la procédure de consultation, le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine. Moi je l'ai dans ma note. Suppression, création d'un poste d'agent de restauration. Oui, mais Ah oui, c'est titre. Je poursuis. Il y avait un message de Claude. Bien sûr. C'est le message de Claude. Bien, je poursuis. À l'issue de cette procédure, le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine a souscrit en date du 28 juillet 2025 une convention de participation pour le risque santé auprès de Multam et Plus pour une durée de 6 ans. Cette convention prendra effet au 1er janvier 2026 pour se terminer au 31 décembre 2031. Et je propose que la commune
puisse apporter un soutien aux agents de la collectivité en adhérant à ce régime collectif pour le risque santé tel que proposé par le Centre de gestion des dividendes sur la base d'une convention de participation qui a été conclue à l'issue de cet appel à concurrence. Donc, après avoir pris et reçu l'avis favorable des membres du comité social territorial dans sa séance du 8 octobre dernier, je propose au conseil municipal de décider d'adhérer à la convention de participation et à son contrat collectif d'assurance associé souscrit par le centre de gestion auprès de Mutam et Plus pour le risque santé à compter du 1er janvier prochain, d'accorder une participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu'aux agents contractuels de droit public et de droit privé de la collectivité ayant adhéré au contrat attaché à la convention de participation portant sur ce risque santé, de fixer le niveau de participation mensuel brut à 25 € en montant forfaitaire par agent, qui respecte bien le minimum prévu par l'article 5 du décret du 20 avril 2022, et d'autoriser l'autorité territoriale à effectuer tout acte en découlant, en inscrivant bien entendu, au budget les crédits nécessaires au versement de cette participation financière de la collectivité à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent. Avez-vous des demandes de précision? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une indication du montant de cotisation pour un agent? Ce que représentent les 25 € proposés par la commune sur la cotisation? Je n'ai pas son mémoire. Tout dépend de la garantie qui reprend. Ah d'accord. Il y a plusieurs tarifs. Plusieurs garanties. Okay. En fonction du niveau de garantie. Oui, non, mais pas de... Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision? Je soumets donc à votre validation ce que je viens d'avoir énoncé en demandant à celles et ceux qui ne souhaitent pas participer au vote, celles et ceux qui pourraient être contre, qui souhaiteraient s'abstenir. Je vous remercie pour ce vote à l'unanimité. Le point 12. Toujours en ressources humaines, prime de fin d'année 2025. Donc, la prime les avantages collectivement acquis avant la caractère de complément de rémunération doivent respecter les conditions suivantes: avoir été mis en place par la collectivité locale par délibération, ce qui a été le cas, avoir été institué avant le 27 janvier 1984, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, est inscrit au budget de la collectivité, bien sûr. La délibération du 15 décembre 1978 confirme que la ville de Melesse avait accordé au personnel communal une prime de fin d'année avant le 26 janvier 1984. Cette prime était versée par le comité des offres sociales du personnel à l'époque, subventionné par la collectivité à cet effet. Pour se conformer à la réglementation, la prime a été versée directement par la collectivité et prévue au budget de l'année de 1984. Le montant de cette prime s'élève à 719 € pour un temps complet. Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la prime est proratisée en fonction de la durée de service. Cette prime est également versée aux agents non titulaires. C'est la prime annuelle habituelle que nous validons en conseil tous les ans en fin d'année. Et je propose donc aux membres du conseil municipal de valider cette modalité de versement du montant de la prime de fin d'année 2025 s'élevant à la somme de 719 €, ainsi que m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Pas de remarques particulières. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant pour ce vote à l'unanimité. À suivre, vous aviez une liste d'informations dont vous avez pu prendre connaissance. Et puis, prochain agenda à date aujourd'hui. Oui, monsieur le maire, juste une question, s'il vous plaît. Dans l'agenda,
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur les modalités de préparation et d'adoption du budget 2026 ? Comment voyez-vous les choses et quel sera votre agenda ? Monsieur Dumas. Eh bien, Les bras m'en tombent. donc la décision a été prise de faire un débat d'orientation budgétaire et de voter un budget technique, c'est-à-dire sans mesures politiques marquées pour que les services puissent, avant les élections, pardon, oui, je n'ai pas dit avant, mais sinon ce sera pour que les services puissent être en état de fonctionner rapidement. L'équipe qui arrivera à la suite pourra modifier le budget, adopter faire une décision modificative, mais il y aura un budget voté avant les élections. Merci. Bien, Madame Renaud. Et juste au niveau du débat d'orientation budgétaire, on aura les éléments quand ? Alors, comme habituellement, pour le... C'est le même agenda sur... Non, l'agenda est raccourci du coup. Oui, bah oui, du coup, parce que comme L'agenda est raccourci pour probablement un débat d'orientation budgétaire au mois de janvier. en janvier, là, Bien, je vous remercie. Je lève la séance en vous remerciant.